Dans cet exercice, on se donne E un espace vectoriel euclidien de dimension n, un entier naturel non nul. B est égal à E1, E2, En, une base quelconque de E, et n scalaire réel quelconque. Et on vous demande de démontrer que l'on peut trouver un vecteur t dont les produits scalaires avec les vecteurs de cette base sont égaux exactement aux scalaires qu'on a arbitrairement fixés. Alors dans cet exercice, je vais traiter cet exercice par plusieurs méthodes. Je vais explorer parfois l'unicité, tout en vous mettant que je vais explorer cet exercice en abordant plusieurs méthodes. Je vais déjà regarder l'unicité seule, mais je vais aussi vous montrer que si vous posez le problème correctement, vous avez accès à la fois à l'existence et à la fois à l'unicité. Je vais aussi regarder le cas particulier où la base B avec laquelle on travaille est une base orthonormée pour voir si le résultat est plus simple que quand on travaille avec une base quelconque. Dans le cas où la base B est une base orthonormée, si je cherche un vecteur t qui vérifie ces contraintes-là, eh bien je vais décomposer le vecteur t dans cette base orthonormée, et les coordonnées sont des nombres réels que je vais appeler t0, t1, etc. jusqu'à tn. Les coordonnées du vecteur t. Si nous voulons trouver un vecteur t tel que le produit scalaire entre t et i soit égal à alpha i, on va voir que les conditions vont être directes, puisque si vous calculez le produit scalaire entre le vecteur t et le vecteur ei, les règles dans les calculs dans les bases orthonormées vous assurent que ti est égal au produit scalaire de t par ei. Donc il y a un seul vecteur t qui peut correspondre à notre problème, c'est le vecteur dont les coordonnées sont exactement les nombres alpha 1, etc., alpha n. On voit que ce vecteur est le seul qui peut répondre au problème, puisqu'on a vu que le produit scalaire de t par ei était égal au ti, et il répond bien au problème, puisque ce vecteur se décomposant dans une base orthonormée, le produit scalaire avec le vecteur ei va nous renvoyer la composante par rapport à ei. C'est les règles calcul dans une base orthonormée. Donc le vecteur que je définis ici est l'unique solution du problème que l'on a posé. Passons maintenant au cas le plus intéressant, le cas où la base B n'est pas une base orthonormée de E, le cas où c'est une base quelconque de E. Donc l'objectif est de trouver un vecteur t de E qui vérifie la propriété souhaitée. Alors on sait que faire un raisonnement par analyse synthèse peut nous permettre de démontrer l'existence et l'unicité d'une solution. L'analyse étant révélatrice de l'unicité, la synthèse de l'existence. Donc c'est ce raisonnement que nous allons pratiquer. L'analyse, je vous le rappelle, consiste à prendre un vecteur t qui vérifie les propriétés de l'énoncé. Donc je me donne donc un vecteur t de E tel que, pour tout i appartenant à l'intervalle entier 1n, le produit scalaire de ei par t est égal à alpha i. Pour déterminer le vecteur t, je vais le décomposer dans sa base b, et je vais donc noter t1, t2, etc. tn, des nombres réels qui sont les coordonnées de t dans la base b. Autrement dit, le vecteur t s'écrit comme t1, e1, plus etc. plus tn, en. Déterminer le vecteur t, c'est donc déterminer ses coordonnées dans la base que l'on nous a donnée dans l'énoncé. On va voir ceci comme un système de n équations, puisqu'il y a n équations ici, à n inconnues. On va poser le système et on va voir dans quelles conditions on est capable de le résoudre. Donc la relation ici étoile, je vais la mettre en équation en disant que ceci, je peux le réécrire en développant le produit scalaire. Pour tout i appartenant à l'intervalle d'entier 1n, le produit scalaire de ei par le vecteur t, alors vecteur t que je décompose, je l'ai dit dans la base b, est égal à alpha i. En développant ce produit scalaire par rapport à la première place, on récupère t1, e1 scalaire ei, plus etc. tn, en scalaire ei, qui est égal à alpha i. On voit qu'on récupère ainsi un système de n équations à n inconnues, que je peux écrire sous une forme plus conventionnelle de la manière suivante. Voilà pour la première équation, qui est juste la traduction de cette égalité lorsque i est égal à 1. On écrit de même la deuxième équation qui va s'écrire sous cette forme-là. Et enfin, la dernière équation, on s'est arrangé pour que le premier vecteur désigne le numéro de l'équation, et le deuxième vecteur désigne à quel inconnu est associé ce scalaire. Voilà le système que l'on obtient. Alors, on sent que ce raisonnement par analyse synthèse peut se transformer en raisonnement par équivalence si on est capable, puisque le système qu'on écrit ici est complètement équivalent à étoile. Pour l'instant, on n'a perdu aucun renseignement.
On a juste développé ces relations en décomposant le vecteur t dans une base. Donc ce raisonnement par analyse synthèse peut se métamorphoser en un raisonnement par équivalence si on arrive à démontrer que ce système d'équations possède une seule solution. C'est-à-dire la question qui se pose, c'est étoile, est-il un système de Cramer? Donc pour savoir si ce système est de Cramer, je vais écrire la matrice de ce système, qui est la matrice des coefficients du système. Bien, je me suis arrangé pour qu'elle s'écrive de façon très simple, puisque j'ai déjà indiqué que l'indice du premier vecteur allait désigner l'indice de la ligne, l'indice du second vecteur, comme il a le même indice que l'inconnu, il va porter l'indice de la colonne. Donc on retrouve une matrice qui s'écrit très simplement. C'est une matrice qui est formée à l'aide de produits scalaires. On appelle ça une matrice de Gram. Pour savoir si ce système est de Cramer, la question est de savoir si la matrice A est une matrice inversible. Rappelez-vous de la remarque que l'on avait fait en cours, quand on avait dit que lorsqu'on fait un produit matriciel, les coefficients de la matrice produit sont simplement les produits scalaires dans Rn canoniquement euclidien de la ième ligne de la matrice A et de la jème colonne de la matrice B quand on effectue le produit AB. Et on avait donc conclu que chaque coefficient du produit est un produit scalaire. Or ici, les coefficients de notre matrice A sont des produits scalaires. Donc il nous suffit d'écrire cette matrice-là comme un produit matriciel, de voir cette matrice comme un produit matriciel. Pour cela, je vais définir une matrice P comme étant une matrice de passage entre la base B qui est ici et une base orthonormée. Une base orthonormée de E que je vais appeler O. Alors ça ne pose aucun problème de dire qu'on prend une base orthonormée dans cet espace vectoriel. Cette matrice, suite à la remarque qu'on a faite, quel est le coefficient de la ième ligne et de la jème colonne? Le coefficient de la ième ligne, c'est le produit de la ième ligne de la transposée, c'est-à-dire la ième colonne de P, c'est-à-dire le vecteur UI, décomposé dans une base orthonormée, avec la jème colonne de la matrice P, c'est-à-dire les coordonnées de EJ exprimées dans une base orthonormée. Donc quand on effectue le produit entre cette ligne et cette colonne, on récupère exactement le produit scalaire du vecteur UI par le vecteur J. Donc la matrice que j'obtiens en faisant le produit de la transposée de P avec la matrice P, c'est la matrice des produits scalaires de EI par EJ. C'est donc exactement la matrice A qu'on a écrite juste au-dessus. Pour vérifier que la matrice A est inversible, étant donné qu'on l'a écrite comme un produit, l'outil déterminant est parfait pour ce genre de tâche. Le déterminant de A, c'est le déterminant de transposée de P fois P, c'est-à-dire c'est le déterminant de la transposée de P fois le déterminant de la matrice P. Or, comme le déterminant de la transposée de P, c'est le déterminant de P, on récupère le déterminant de P au carré. Comme P est une matrice de passage, la matrice de passage entre la base orthonormée O et la base B quelconque, le déterminant de P est non nul. Donc le déterminant de P au carré est strictement positif, il est en particulier non nul. On en déduit donc que la matrice A qui est ici est une matrice qui est inversible. Or, si cette matrice est inversible, le système qui est ici est un système de Cramer, il possède donc une unique solution. Il existera donc un unique vecteur T qui vérifie les conditions qui sont ici, puisque le système récupéré et les conditions qui sont ici sont parfaitement équivalentes. Donc on a fait mieux ici qu'un raisonnement par analyse-synthèse. Ce raisonnement par analyse-synthèse s'est muté par reformulation du problème en un raisonnement par équivalence. Il existe donc bien un unique vecteur qui vérifie cette propriété. L'approche que j'ai employée dans la partie précédente n'est clairement pas l'approche que je préfère pour résoudre ce type de problème. Je m'explique. Ici, on a une base quelconque, on cherche s'il existe un vecteur t qui vérifie certaines contraintes. La contrainte, c'est que les produits scalaires de t par EI correspondent à un uplet qui a été fixé à l'avance. Il faut bien voir que les contraintes qu'on impose sur le vecteur t, qu'on cherche sur le vecteur t, sont des contraintes qui sont tout à fait linéaires. Donc dans ce cas-là, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de créer la fonction des contraintes linéaires. On cherche un vecteur dans l'espace E. Donc je vais créer une application, phi, qui est définie sur l'espace P, et qui va être à valeur dans un autre espace vectoriel qui va être construit selon les contraintes qu'on exige sur le vecteur t. Ici, le vecteur t que l'on recherche, c'est un vecteur que je vois dans l'espace vectoriel de départ, et ce vecteur doit supporter un certain nombre de contraintes. Il y a une contrainte sur le produit scalaire de E1 par le vecteur t,
etc. jusqu'à en scalaire le vecteur t. Donc cette application, je pourrais l'appeler l'application des contraintes linéaires qui pèsent sur le vecteur t. Le nuplet que je forme ici est évidemment un nuplet de Rn, puisque ici, crochet est un produit scalaire, donc le crochet de EI par t est un nombre réel. Bon, il ne fait pas de doute que cette application phi est une application linéaire. La démonstration est très simple. Si vous vous donnez deux nombres réels alpha et bêta, si vous vous donnez deux vecteurs u et v de l'espace E, en calculant phi de alpha u plus bêta v, vous allez récupérer le nuplet qui est formé du produit scalaire entre EI et le vecteur alpha u plus bêta v. J'écris simplement la ième coordonnée en indiquant que ici, i va varier entre 1 et n, ce qui m'évite d'écrire tout et le nuplet. Or, la linéarité du produit scalaire par rapport à sa seconde place permet d'écrire ce nuplet comme alpha i produit scalaire de EI par le vecteur u plus bêta i produit scalaire de EI par v, où i est un entier qui varie entre 1 et n. Et ça correspond exactement à alpha multiplié par le nuplet des UIU, où i varie entre 1 et n, plus bêta, multiplié par le nuplet des EIV, où i varie entre 1 et n. Ici, on reconnaît le nuplet produit scalaire de E1U, produit scalaire de E2U, jusqu'à produit scalaire de ENU, qui est exactement l'application phi évaluée en U, plus bêta, produit scalaire de E1V, E2V, etc. jusqu'à ENV, qui est exactement l'application phi évaluée en V. On vient donc bien de démontrer que l'application phi est une application linéaire. Eh bien, il est assez facile maintenant de montrer que cette application phi est un isomorphisme d'espace vectoriel. Puisque, étant donné que la dimension de l'espace E est égale à n et que la dimension de l'espace où on traduit les contraintes est également un espace de dimension n, qui, je vous le rappelle, est un entier naturel non nul, donc la dimension est finie, on sait que dans cette situation, cette application est un isomorphisme entre E et Rn, si et seulement si l'application phi est injective. Or, l'injectivité de l'application phi, c'est juste démontrer que le noyau de phi se restreint au vecteur nul de l'espace E. Donc, pour montrer que phi est un isomorphisme entre E et Rn, il suffit de calculer ce qu'il y a dans le noyau de phi. Pour ça, je me fixe un vecteur U appartenant à E, dans le noyau de phi, c'est-à-dire tel que phi de u est égal au vecteur nul. Alors ici, évidemment, c'est le vecteur nul de Rn, c'est-à-dire le nuplet qui ne contient que des zéros. Cette relation-là nous indique que le produit scalaire de u par E1, virgule produit scalaire de u par En, ce nuplet, est donc égal au nuplet qui ne contient que des zéros, qui va donc se traduire en quel que soit i compris entre 1 et n, le produit scalaire entre u et ei est nul. Donc on récupère que le vecteur u appartient à l'orthogonale de l'espace vectoriel engendré par les vecteurs E1 jusqu'à En. Puisque si on est orthogonal à une série de vecteurs, on est orthogonal à l'espace vectoriel qui leur sont engendrés. Donc, on récupère que le vecteur u appartient à l'orthogonale de E. Puisque la famille E1-En étant une base de E, l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs, c'est l'espace E tout entier. Donc, on obtient que U est le vecteur nul de E, puisque l'orthogonale de E se réduit au vecteur nul de l'espace, quand on travaille dans un espace euclidien. On vient donc de démontrer que le noyau de phi est inclus dans le singleton vecteur nul de E, puisqu'en prenant un vecteur dans le noyau de phi, on a récupéré que ce vecteur est nul. Donc, comme le noyau de phi est un espace vectoriel, il contient nécessairement le vecteur nul, on récupère donc que le noyau de phi est réduit à 0, donc que l'application phi est injective, et comme on a la même dimension au départ et à l'arrivée, on obtient bien que phi induit un isomorphisme entre E et Rn. Moralité, on voit bien que si je me donne n'importe quel nuplet alpha 1 et alpha n de Rn, il existe bien un unique vecteur t tel que ceci soit égal à ce nuplet. Donc le vecteur t que l'on cherche, il est bien défini de façon unique, et ce vecteur t, c'est simplement phi-1 du nuplet alpha 1 jusqu'à alpha n. C'est l'unique antécédent de alpha 1, alpha n par l'application phi. On récupère donc, grâce à cet isomorphisme, l'existence et l'unicité
de ce NUPLAY. La construction de cette application linéaire aux contraintes est quelque chose de très élégant et qui permet de résoudre certains problèmes linéaires de façon très efficace.